Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce webinaire de technique de l'ingénieur. Cette webconférence s'inscrit dans notre semaine thématique dédiée aux études, aux carrières et à l'avenir professionnel des ingénieurs. Ce webinaire a pour sujet les métiers de l'ingénieur dans l'industrie et est présenté par Anne Decany, qui est ingénieure de formation et membre du groupe des industries métallurgiques, où elle travaille surtout sur les relations entre les entreprises et les établissements d'enseignement supérieur. Alors, je vous rappelle à tous et à toutes qu'il vous est possible de poser vos questions à Anne Decany dans le chat qui est à votre droite, donc dans GoToWebinar, et Anne Decany y répondra à la fin de sa présentation. Je vous laisse à présent en compagnie d'Anne Decany. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce webinaire. Je passe tout de suite à la planche d'accueil. L'industrie, une place de choix pour l'ingénieur ou l'ingénieureux, bien sûr. Je vais tout d'abord vous dire globalement quels sont les points que je vais aborder dans ce webinaire. Tout d'abord, un panorama de l'industrie en France, hein, poser un peu le cadre, quels sont les enjeux, les tendances, les chiffres clés, puisque derrière le mot industrie, on le voit bien au travers de certains sondages, tout le monde ne met pas la même chose et les personnes peuvent avoir des représentations différentes. Ensuite, je ferai un focus plus particulièrement sur les industries technologiques des domaines que vous pouvez voir, tout ce qui est aéronautique, spatial, automobile, ferroviaire, mécanique, etc. Je ne vais pas tous les lister. Pourquoi? Parce que, comme il a été indiqué précédemment, je travaille au sein du groupe des industries métallurgiques, qui est en fait la représentation en Île-de-France de la branche professionnelle UIMM. Peut-être que certaines personnes d'entre vous connaissent ce nom. Et donc, ce sont ces industries, qui sont toutes des industries, comme on dit, manufacturières, donc qui fabriquent quelque chose. Bien évidemment, j'en profite pour le dire tout de suite, qui dit industrie ne dit pas strictement que la fabrication de produits, dit aussi les services associés. Et ça, c'est très important. Là, il faut bien retenir que même si on fait une distinction entre les industries et les services, de plus en plus, les industries incluent dans leurs prestations, si on peut dire, des activités de services. Ensuite, je passerai aux ingénieurs dans l'industrie, donc avec des chiffres clés concernant vraiment les ingénieurs. Et ensuite, je passerai aux métiers exercés par les ingénieurs, dans ces industries technologiques que j'ai mentionnées juste avant, et dire quelques mots sur des évolutions possibles dans la carrière professionnelle. Et enfin, parce que c'est important, j'imagine qu'un certain nombre d'entre vous sont en études actuellement, et si vous êtes déjà en école d'ingénieur ou que vous êtes intéressé par une formation d'ingénieur, c'est intéressant de connaître les compétences qui sont attendues par les entreprises et auxquelles des écoles d'ingénieurs forment, bien évidemment. Et enfin, ce seront des planches d'information, les ressources disponibles qui reprendront des références sur les informations que je vous donnerai au fil du temps. Alors, panorama de l'industrie en France. Donc là, c'est tout à fait général. Alors, pour fixer les esprits, ici, je vous ai mis des petits pictogrammes pour illustrer effectivement les grands secteurs industriels. Et ces pictogrammes sont issus du Conseil national de l'industrie, qui est une structure qui, on va dire, est abritée par le ministère en charge de l'industrie, hein, comme on dit Bercy, et ça vous permet effectivement de vous repérer et vous voyez qu'aux côtés d'industries, qu'on connaît, très très largement, l'aéronautique, l'automobile et cetera, vous allez avoir aussi par exemple, la mode et le luxe, parce qu'il ne faut pas oublier que, toujours pareil, si vous prenez, un flacon de parfum, il faut bien qu'il ait été fabriqué quelque part. On voit qu'on est assez large. On a aussi, tout ce qui est industrie pour la construction, tout ce qui concourt aux bâtiments et travaux publics. Je passe sur la suite. Alors une précision, toutes ces filières en fait, sont organisées, au sein de ce Conseil national de l'industrie et donnent lieu vraiment à un suivi avec les industriels concernés. Quelques chiffres clés de l'industrie, donc toujours issus de la même source. C'est pour illustrer qu'environ 3,1 millions de salariés en 2018 étaient dans l'industrie.
Vous voyez, on utilise souvent ces chiffres 12,5 du produit intérieur brut français, etc. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a effectivement une partie de l'activité donc économique française qui est très liée à l'industrie, et ces chiffres peuvent varier évidemment d'un pays ou à un autre, mais ici on est sur la France. Pour illustrer le propos de la place de l'industrie en France, je voudrais aussi signaler qu'il y a des initiatives qui revivifient, on va dire, l'industrie dans une logique de réindustrialisation, parfois de relocalisation. Une initiative intéressante qui s'appelle les 148 territoires d'industrie. Alors, il ne s'agit pas de lire en détail ce qu'il y a sur cette carte, c'est simplement de montrer sur la carte de la France que finalement l'industrie se trouve un peu partout, plus ou moins répartie. Certes, vous voyez que par exemple en Corse, l'industrie est minoritaire. Également, si je prends par exemple les Landes, évidemment, comme c'est une forêt, on ne va pas trouver beaucoup d'industrie, mais globalement, on a une représentation de l'industrie un petit peu partout, et vous avez également un focus sur l'Île-de-France à gauche qui vous permet de voir que pour ceux qui connaissent l'Île-de-France, eh bien la partie Seine-et-Marne qui se trouve donc sur la droite, donc à l'est, est très peu industrialisée et beaucoup plus rurale par exemple. Je passe sur une autre planche aussi pour illustrer donc la dynamique de l'industrie. C'est que en 2015 a été créée ce qu'on appelle l'Alliance Industrie du Futur. Alors, j'attire l'attention sur le fait qu'il y avait un webinaire sur ce sujet dans la programmation. Donc, vous pouvez aussi retrouver des informations sur cette particularité appelée industrie du futur, mais de toute façon, l'industrie dans son ensemble est appelée à être dans cette dynamique. Et là, vous avez aussi sur la carte 75 vitrines d'industrie du futur. Alors, dans les références à la fin, vous aurez le lien vers tout le détail de ces vitrines qui peuvent concerner donc des industries très variées. Hein. Si je regarde un petit peu rapidement, vous avez Bosch. Bon, en général, Bosch est assez connu, aussi bien pour des produits grand public, mais aussi pour des produits qui peuvent être destinés à l'automobile, par exemple. Siemens, c'est un peu pareil dans le domaine électronique. ST Microelectronics, qui est vraiment un leader dans la fabrication des puces. Ici, on doit avoir la SNCF, par exemple. Donc, vous voyez que c'est vraiment l'industrie au sens large. Et ces vitrines, c'est vraiment pour montrer quels sont tous les progrès accomplis dans l'industrie du futur, qu'ils concernent des aspects technologiques ou des aspects, par exemple, plus organisationnels. Donc, la source, c'est l'Alliance Industrie du futur. Donc, je continue sur l'évolution du poids de l'industrie par région. Cette planche a surtout vocation à vous montrer d'une part la répartition, sachant que les régions qui ne sont pas indiquées ici ne le sont pas parce que tout simplement elles ont un poids inférieur à 1%. La source est aussi une source officielle qui s'appelle France Stratégie. Et l'idée, c'est de vous montrer que l'industrie, effectivement, en termes de poids, a un poids effectivement différent suivant les régions, mais qu'on observe entre 1990, la partie bleue, et la partie orange de 2018, finalement, une évolution et un rééquilibrage, si on peut exprimer ainsi, puisque là, vous voyez que l'Île-de-France, qui était à pas loin de 20%, a diminué sensiblement, mais qu'en compensation, d'autres, si on peut dire ça comme ça, d'autres régions, en fait, ont pris un poids plus important en termes industriels. Ce qui finalement peut être une bonne chose, puisque on sait notamment depuis la première période de confinement en France, il y a presque un an, on a bien vu que certaines personnes avaient des aspirations d'aller dans d'autres régions que des régions très peuplées comme très denses comme l'Île-de-France pour aller s'installer dans d'autres régions. Donc il y a des possibilités un peu partout. Je viens sur une planche qui s'appelle Industrie bâtir la France de 2030. Alors c'est une planche qui concerne ce qu'on appelle France Relance. Là aussi, c'est quelque chose de tout à fait officiel. Cela date de 2020.
Et c'est en fait, dans une perspective, justement de relance, industrielle, de relance tout court, hein, mais de relance industrielle en particulier, avec, des axes forts, avec, des enveloppes, budgétaires, qui sont allouées. Je ne vais évidemment pas rentrer, dans les détails, budgétaires, c'est pas du tout l'objet, mais par rapport à, peut-être, vos préoccupations, pour, votre avenir, professionnel, ça peut être intéressant pour ceux qui sont en études, bien sûr, ça peut être intéressant de voir, quelles sont les grandes thématiques. Alors, tout d'abord, je voudrais rappeler qu'on parle beaucoup de transition énergétique, écologique, numérique et que tout ce que je vais raconter au-dessus s'inscrit en fait, dans ces types de transitions. Vous avez évidemment, comme vous le savez, le changement climatique, qui induit le fait de contrôler les émissions de gaz carbonique, hein, d'autres gaz, à effet de serre également, mais en tout cas le gaz carbonique, vient en tête de liste. Donc, c'est vraiment l'effort de la décarbonation, de l'industrie avec des équipements, moins émetteurs, de gaz carbonique. De développer et ça fait écho à ce que je viens de dire aussi, mais là, c'est plus pour, l'utilisateur, on va dire du quotidien que nous sommes tous, de transport, quel qu'il soit. C'est vraiment de développer les mobilités du quotidien avec la notion de mobilité douce, avec effectivement des émissions, moins importantes, d'où plan vélo, projet de transport en commun et cetera. Un plan de soutien au secteur ferroviaire qui vient aussi en appui, hein, puisque, vous savez sans doute, que si vous prenez le train sur, certaines distances, on voit bien que, les émissions de CO2 par kilomètre sont bien inférieures à l'automobile, à l'avion et cetera. Développer l'hydrogène vert, là, c'est vraiment je ne sais pas si vous avez un petit peu suivi, cet aspect-là, mais, par rapport à l'épuisement des ressources fossiles et surtout le fait de les utiliser, nettement moins, il y a effectivement une piste qui est déjà étudiée depuis un certain temps, d'hydrogène. Le problème, c'est que l'hydrogène, pour pouvoir l'utiliser dans des véhicules, par exemple, eh bien, il faut le fabriquer et pour le fabriquer, parce qu'il n'existe pas comme ça à l'état naturel et pour le fabriquer, il y a plusieurs méthodes et là, il y a des méthodes en concurrence et il faut vraiment, trouver des méthodes les plus écologiques possibles. Toujours dans la même logique, les technologies de recyclage, l'utilisation de matériaux recyclés. Pour, exemple, je me souviens d'avoir, assisté à une présentation, pour, remplacer par exemple, le plancher, d'un coffre de voiture avec, des matériaux recyclés et ça, c'est fait vraiment par, des constructeurs automobiles. Donc toujours véhicules plus propres, on en a déjà parlé et même, cela va jusqu'aux agroéquipements pour la transition écologique. Mais tout ceci est aussi irrigué par, la transition numérique. Alors je fais maintenant un focus sur, les industries technologiques, en France, celles que j'avais mentionnées auparavant, donc que je détaille en fait, sur, cette planche. Cela vous donne une vue d'ensemble. Donc, en balayant, assez rapidement, on a effectivement, toute l'industrie aéronautique que j'ai déjà, évoquée et ici, vous avez effectivement différents composants, en fait, d'un avion pour montrer, effectivement, quelles sont les technologies ou en tout cas les sujets, d'études et de fabrication, dans l'aéronautique. Heu, un sujet qui a pris beaucoup d'ampleur, notamment en 2020 et qui continue, hein, c'est vraiment, les cycles et notamment les vélos à assistance électrique. Donc là, il y a aussi, tout un travail, à faire. J'ai même vu l'autre jour lors d'une conférence sur l'hydrogène, puisque j'en parlais juste avant, qu'il y a, une société, du côté du Pays basque, qui en fait, a mis au point un vélo, à propulsion, hydrogène. Donc il faut un réservoir, d'hydrogène. Ça suppose aussi que l'hydrogène est sous pression avec, donc la question des matériaux et cetera. Vous voyez que à chaque fois se posent, plusieurs questions, quand on doit, concevoir et fabriquer ensuite, un objet au sens large, hein. Donc là, le naval, alors le naval, au sens large, puisque vous avez maintenant, non seulement le naval au sens, fabrication de bateaux, de sous-marins et cetera, mais de plus en plus et j'étais en train de chercher sur la planche, mais je crois que ça n'est pas remis, spécifiquement ailleurs, c'est qu'on a aussi les énergies marines,
qui sont aussi en plein développement. Donc que ça soit des hydroliennes, donc qui vont être donc sous l'eau, ou des éoliennes, ce qu'on appelle offshore, donc des parcs d'éoliennes au large des côtes. Où il y a des projets effectivement sur ces sujets-là. Je passe aussi au médical, hein, puisque dans ces industries, il y a des industries qui ont pour vocation de fabriquer des objets à portée médicale, que ça soit des scanners, par exemple, IRM, là on les voit ici, des instruments de précision, hein, de mesure d'optique pour les laboratoires, mais aussi, je reviens aux matériaux, tout ce qui concerne les prothèses, etc. J'en viens aussi à l'automobile maintenant, puisque l'automobile comporte en fait un certain nombre de pièces, et évidemment on retrouve toujours des composantes de type mécanique, électronique, beaucoup d'électronique maintenant, mais aussi des démarches plus liées au confort de conduite de la personne, c'est-à-dire comment elle va se retrouver dans un véhicule avec plus de confort, avec bon, les sièges réglables, c'est quelque chose que l'on connaît déjà, mais des ambiances particulières. Et vous avez par exemple une entité d'un équipementier automobile qui travaille en proximité avec un incubateur de start-up sur ces sujets-là. Ça n'est qu'un exemple. Pareil pour le ferroviaire, sauf que là, bon, c'est un peu plus classique peut-être. Le spatial qui est certainement plus minoritaire, hein, parce qu'on n'envoie pas forcément des fusées, des satellites tous les jours, mais c'est aussi quand même quelque chose qui est en développement. Tout ce qui est tout le matériel électronique, hein, et là on a énormément besoin effectivement d'appareils électroniques, à commencer par nos smartphones et nos ordinateurs. Construction mécanique et électrique, alors là, c'est très, très variable, puisque vous voyez bien que vous avez aussi bien de la lunetterie, par exemple, que de l'horlogerie, notamment en Franche-Comté, hein. C'est une région traditionnelle sur ces sujets-là. Et je termine par tout ce qui concerne l'énergie, tout ce qui est génération effectivement d'énergie, avec pour illustration bien sûr une éolienne, mais ça peut être aussi les panneaux photovoltaïques. Ici, on trouve effectivement les turbines marémotrices, hein, même si ça n'est pas forcément ce qui est le plus développé pour l'instant. Et puis la question cruciale des batteries, puisqu'on en parle régulièrement. Donc je passe, alors là, je vais vous balayer quelques planches pour vous donner quelques points de repère. Mais avant de balayer ces planches, je voudrais juste marquer un petit temps d'arrêt sur la situation actuelle. Il est évident que les chiffres que je vais vous donner ne sont pas des chiffres forcément remis à jour de ce matin, bien évidemment. Là, on est plus sur un régime de croisière juste avant crise. Je peux quand même vous donner une information sur la perte d'activité, hein, de l'industrie de manière générale. J'ai eu des chiffres effectivement au niveau national là-dessus, et on voit que, par exemple, pour l'industrie, on tourne à -14, -16% d'activité. Par contre, dans certains secteurs, il y en a un petit peu moins. Enfin, ça dépend ce que c'est, mais on voit bien qu'il y a eu pas mal d'activités partielles dans les industries, même si maintenant beaucoup ont repris davantage d'activités au sein, par exemple, des usines. Mais il n'y a pas que les usines, bien évidemment. Alors, un focus sur l'aéronautique et le spatial. Qu'est-ce que je veux montrer là-dedans? C'est déjà qu'effectivement, c'est une industrie qui est à la fois présente dans un certain nombre de régions, mais pas dans toutes, et qui a deux pôles principaux, à savoir la région de Toulouse, donc que vous trouvez ici, et la région Île-de-France, avec trois autres régions qui sont majeures, du côté de Saint-Nazaire, du côté de Bordeaux et du côté d'Istres, Marignane, voilà. Donc une répartition, on peut aussi signaler quelques chiffres. Vous voyez ici 23,6% d'ingénieurs et cadres dans tout ce qui est études, recherche et développement, avec un taux de difficulté d'embauche, hein. Là, ce sont des chiffres qui sont issus des travaux d'un observatoire des industries donc concernées.
Vous voyez que dans la production et de la maintenance, vous avez aussi des ingénieurs et cadres. Je ne vais pas rentrer dans tout le détail. Et puis les tendances, vous voyez qu'on revient encore sur les aspects de transition énergétique, transition écologique, hein, plus léger, plus connecté, de plus en plus autonome, et aussi toute la problématique de la transition numérique des petites et moyennes entreprises, hein, PME, et la question aussi de la cybersécurité, donc comment garantir l'intégrité des données pour ne pas avoir de hacking, bien sûr, de piratage, mais ça c'est aussi quelque chose qui s'applique à plein d'autres secteurs. Je continue sur la planche suivante. Donc, quelques chiffres sur l'aéronautique, le spatial, le recrutement. Donc là, vous voyez que ça, c'est une information qui était donnée en 2020. Quasiment 50% des personnes recrutées sont ingénieurs ou cadres dans ce secteur-là. Et je peux vous montrer aussi, donc, recrutement des jeunes diplômés. On voit que 47% dans ce secteur-là viennent d'écoles d'ingénieurs. Donc là, c'est vraiment un secteur qui recrute énormément d'ingénieurs. L'automobile, donc une carte un petit peu différente, comme vous pouvez le voir, avec une répartition plus sur le nord, la partie nord de la France, mais aussi du côté Rhône-Alpes. Ici, on voit qu'il y a plus d'opérateurs, c'est-à-dire d'opérateurs et de techniciens comparativement aux ingénieurs et cadres et par rapport au secteur que l'on a vu juste avant. Dans les tendances, toujours pareil, hein, cette question cruciale de l'énergie avec la raréfaction des industries fossiles, et un autre sujet qui en fait a un petit peu des fluctuations dans sa mise en œuvre, c'est tout ce qui est véhicules connectés, intelligents, autonomes, puisque effectivement il y a des niveaux d'autonomie. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on voit bien qu'il y a aussi des aspects légaux qui sont associés à ces aspects d'autonomie. Et toujours, comme je l'avais indiqué tout à l'heure, en fait, des mobilités mixtes, c'est-à-dire, je prends une voiture, par exemple, autonome, qui m'amène à la gare, je prends le train dans lequel j'ai mis un vélo. Enfin, je pousse un petit peu le schéma, mais on peut imaginer ce genre de choses. Sur le naval et énergie marine, je ne vais pas faire trop de commentaires, si ce n'est que, voilà, ça c'est un secteur où on voit que les implantations sont beaucoup plus tranchées, si on peut dire. Bien évidemment, à l'origine, il faut l'eau de la mer, donc c'est assez logique que ça soit implanté largement sur les côtes. Et toujours pareil, on a des questions de nouveaux matériaux, d'autonomie, d'intelligence des systèmes embarqués, et puis les nouvelles énergies que je vous ai indiquées. Je continue sur la fabrication de machines et équipements. Alors, j'ai délibérément voulu faire une planche là-dessus parce que c'est un secteur tout à fait méconnu. Mais il faut savoir que chaque fois qu'on a besoin d'équipements pour, par exemple, une autre industrie, eh bien, il faut fabriquer des machines. Et cette fabrication de machines, vous voyez, est très répartie sur le territoire, avec aussi des besoins en ingénieurs que vous voyez ici. Et pour pouvoir mieux vous représenter ce dont il s'agit, eh bien, j'ai mis 3 exemples, à la fois le matériel de levage et de manutention. Alors Manitou, c'est peut-être une entreprise assez connue parce que parfois on voit des engins Manitou, Poquelin par exemple, c'est aussi la même logique, mais une entreprise peut-être moins connue parce que ça va s'insérer dans d'autres machines, c'est tout ce qui est engrenage, etc. Et puis là, je cite aussi un secteur pour l'instant que j'ai peu évoqué, c'est tout ce qui est équipement aérolique et frigorifique industriel. Donc, grâce à ce type d'entreprise, on a des appareils qui nous permettent d'avoir de la climatisation, par exemple, hein, et des chambres froides, par exemple, pour l'agroalimentaire, hein. Il faut bien avoir en tête que ce secteur de fabrication de machines va fournir d'autres industries, et je peux vous donner un exemple
parce que c'était tout à fait intéressant. C'était un apprenti ingénieur qui avait travaillé là-dessus, sur en fait une machine pour aider des pâtissiers à réaliser ce qu'on appelle le fonçage des tartes. C'est-à-dire, vous prenez un moule, il faut mettre de la pâte au fond et ensuite vous mettez ce que vous voulez dessus. Et c'est assez fastidieux de mettre cette pâte-là. Donc, il avait mis au point une machine qu'il a ensuite revendue, enfin c'est sa société bien sûr qui a revendu ces machines-là à des pâtissiers. Donc ça c'est un exemple. Et puis comme en fait je représente le gym qui est en Île-de-France, j'ai fait aussi un focus en Île-de-France avec beaucoup, là la particularité, c'est que vous avez beaucoup d'ingénieurs et cadres dans ces industries-là pour l'Île-de-France, et vous avez donc les chiffres, un tiers en production de maintenance et 2 tiers en études R&D, puisque les centres de recherche et développement, R&D c'est recherche et développement, peuvent tout à fait être complètement décorrélés des lieux de fabrication. Et pour illustration, alors je n'ai gardé que le top 5, le top 5 pour parler anglais, les secteurs employant le plus de salariés. Donc on voit que tout ce qui est véhicule automobile est assez important en Île-de-France, fabrication d'instruments, etc. Et la construction aéronautique et spatiale qui arrive aussi ici. J'en profite, puisque je disais top 5, pour insister sur l'importance de la maîtrise de l'anglais. Au moins à un certain niveau, il est indispensable dans dans ces fonctions-là de connaître ce genre de choses. Alors, je m'arrête ici aux ingénieurs de l'industrie, et donc je vais repasser la main pour quelques sondages à ce stade. Oui, oui, merci Anne de Cany. Donc, effectivement, nous allons lancer 3 sondages. Alors, j'invite les participantes et les participants à y participer. Alors, nous allons faire ça. On va répondre au sondage et je lance. Vous allez voir, c'est très simple. Très bien. Je vois que nous recevons les résultats des sondages en direct. OK, parfait. Alors, je vais fermer ce sondage et je vais le partager avec vous. Donc, nous avons ici quasiment moitié-moitié étudiants et professionnels parmi le public, et 5% sont des apprentis. Donc, bienvenue à toutes et à tous. Je vais à présent lancer le prochain sondage. Alors, pareil, je vois vos réponses tomber en direct et j'attends que ça atteigne un plateau. Alors, ok, je pense que là on est bon, tout le monde a participé et je vais partager les résultats. Donc, nous sommes à peu près à égalité. Donc, vous êtes nombreux à venir de l'industrie. Il y a le secteur donc de l'énergie et de la gestion des déchets également, 35%, et un quart d'entre vous travaillent dans l'ingénierie et services numériques. Merci à toutes et à tous d'avoir répondu. Alors, nous allons passer au tout dernier maintenant. Voilà. Cette fois, c'est pour les étudiants. Très bien. Alors, merci à toutes et à tous d'avoir répondu. Alors, je vais partager les résultats pour les étudiantes et étudiants parmi nous. Donc, vous êtes très nombreux à être élèves ingénieurs, c'est
tout à fait normal, 35 étudiants en master et enfin une minorité étudiants en licence, en BTS ou DUT. Donc bienvenue à toutes et à tous et maintenant je vais terminer tout ça. Donc j'ai fermé tous les sondages et je vous laisse à présent en compagnie d'Anne de Cany à nouveau. Merci. Donc, je continue donc sur quelques chiffres sur les ingénieurs. Ce qui est important, c'est de repérer en fait quelques données clés qu'on peut retrouver dans des documents. Toujours pareil, je vous mettrai les liens, enfin je vous ai mis les liens en fin de présentation. Donc, puisqu'on parlait de répartition de lieux d'emploi, donc là vous voyez que si je prends le secteur de l'industrie vraiment manufacturière, on a une partie en Île-de-France, province, et cetera. Enfin, vous voyez, et sans surprise, il est clair que sur tout ce qui est agriculture, sylviculture et pêche, hein, pour les ingénieurs, une minorité est en Île-de-France, à contrario. Les lieux d'emploi, on voit qu'un certain nombre sont également à l'étranger, 15%. C'est un chiffre qui varie peu. Je voudrais quand même mentionner d'où viennent ces chiffres, hein. Ça vient de l'enquête annuelle ingénieurs et scientifiques de France, donc qui est là, c'est l'édition de 2020, qui est une enquête extrêmement précieuse. Et pour ceux qui sont diplômés ingénieurs ou qui le seront, je vous engage fortement à y répondre le jour venu. C'est très intéressant. Le taux de féminisation, hein, donc on est en activité à 23 de femmes ingénieures et par contre, dans les promotions en cours d'études, on est à 28. Sur les emplois salariés, on voit qu'il y a un taux très élevé de cadres, de contrats à durée indéterminée et ou de fonctionnaires. Et en termes de charge de travail, ben, ça dépend, mais souvent les ingénieurs sont passionnés, donc ils ont tendance à plutôt faire plus d'heures que moins d'heures. Le recrutement des ingénieurs, je ne vais pas trop commenter, mais vous dire qu'effectivement ici on va retrouver d'une part en abscisse la proportion d'ingénieurs recrutés, hein, sur l'ensemble des personnes recrutées par industrie ou par secteur, et le pourcentage de recruteurs ayant des difficultés à recruter. Et on voit, puisque la question avait été posée tout à l'heure, qu'évidemment sans surprise, les services numériques au sens large recrutent beaucoup, mais ont aussi des difficultés à recruter. Et j'insiste sur le fait que grâce à certains sujets comme l'internet des objets, ce qu'on appelle le jumeau numérique, hein, le fait de dupliquer quelque chose sous forme numérique, même dans le bâtiment, on voit que ce qu'on appelle le BIM, c'est quelque part le jumeau numérique de la construction que l'on veut faire. Eh bien, le numérique irrigue un petit peu partout. Et je voudrais aussi attirer l'attention sur les thématiques de cybersécurité qui là concernent aussi fortement les industries, puisque si vous avez un piratage, ça peut vous mettre complètement à plat votre usine, et ça n'est pas que dans le secteur par exemple bancaire où là ça serait aussi catastrophique. Donc, je ne rentre pas plus dans le détail, si ce n'est que là, vous avez le barycentre, hein, pour les industries en général, le secteur tertiaire, et cetera. Là aussi, c'est par type de secteur, c'est présenté un petit peu différemment, mais on a la proportion d'ingénieurs recrutés donc en 2019. Je passe rapidement là-dessus. Et un point que je voudrais faire sur cette planche, c'est plus pour vous citer la source d'information, c'est l'APEC, l'association pour ou l'agence pour l'emploi des cadres. Et c'est vraiment une mine d'informations, puisque outre les offres d'emploi qu'ils publient très régulièrement, hein, c'est très reconnu, ils font maintenant aussi des infographies, des focus sur soit certains secteurs, soit sur certains métiers. Et je vous engage tout particulièrement à aller voir sur le lien qui est donné. Et là, je vous ai donné un exemple pour le métier d'ingénieur développement système embarqué, donc avec une forte prévalence des aspects électroniques et développement logiciel. Et là, on voit effectivement le niveau de salaire. Alors, j'ai fait le test sur plusieurs types d'ingénieurs et on voit que ça varie effectivement. Le niveau de diplôme, bon, ça, c'est pas très étonnant, mais en termes de top des secteurs qui recrutent le plus, là, on voit pas très bien, mais le mieux, c'est d'aller effectivement sur le site.
Je passe à la suite. Les métiers d'ingénieur dans l'industrie, là, l'objectif, c'est de vous montrer quelques exemples de métiers d'ingénieur dans l'industrie. Donc, je passe tout de suite sur cette planche qui illustre en fait les familles de métiers qui ont été, en tout cas, non pas imaginées, mais en tout cas recensées par justement l'outil d'observation des industries que je représente. Et il y a 6 familles, en fait, qui ont été identifiés: concevoir, rechercher, préparer, organiser, produire, réaliser, installer, maintenir, acheter, commercialiser et gérer, administrer. Et ça, c'est aussi un outil de mobilité pour être en phase, aussi bien en phase de recrutement que tout au long du parcours professionnel du salarié. C'est-à-dire que vous pouvez très bien être en conception et puis un jour vouloir être plutôt dans la partie préparée, organisée, ou bien être sur cette partie produire, réaliser et vouloir basculer sur plutôt des métiers toujours d'ingénieur, mais dans les achats ou les ventes, et ou aller aussi, par exemple, sur des parties de ce qu'on appelle les services supports de l'entreprise. Et on a des personnes qui peuvent évoluer, y compris sur des fonctions ressources humaines, gestion de l'entreprise, et cetera. Et bien sûr, le dirigeant de l'entreprise ou la dirigeante se trouve ici. Donc je donne quelques exemples. Concevoir, rechercher, c'est en général une famille qui est assez, on va dire, bien visible dans les écoles d'ingénieurs. Et là, on va retrouver sans surprise ingénieur recherche et développement, ingénieurs dans des spécialités, donc ce sont des experts ou qui deviennent experts sur certains sujets qui sont listés, mais ce n'est qu'une liste. Ingénieur big data, data scientist, donc là on va être sur le traitement des données. Je vais vous donner un exemple concret. Quand vous avez une machine qui fabrique quelque chose, mais qui a un axe tournant, eh bien grâce au recueil des données d'écart de la machine tournante par rapport à son axe, eh bien au travers d'algorithmes poussés, on arrive à prédire à quel moment effectivement la machine va avoir un problème. Ça n'est qu'un exemple. Ingénieur sûreté de fonctionnement, donc tout ce qui est la fiabilité comment dirais-je, des dispositifs, hein. Un exemple, si vous conduisez un véhicule, on aime bien avoir le frein qui fonctionne, par exemple. Donc ça rentre dans ce type de fonction. Chef de projet, donc là qui va avoir une équipe. Donc je détaille ce que sont les activités effectivement dans cette famille-là. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais parce qu'en général, c'est assez connu dans les formations. Préparer et organiser, c'est peut-être un petit peu moins connu de certaines personnes. Là, on est vraiment, une fois qu'on a conçu, qu'on a imaginé le produit, il va falloir le fabriquer, mais avant de le fabriquer, il va falloir préparer, on va dire, tout ce qu'il faut pour pouvoir passer des plans numériques à un produit concret qui va être fabriqué. Et là, on va avoir ce qu'on appelle les méthodes, le génie industriel, l'informatique industrielle, et cetera. Donc tout ce qui est préparation, appui technique pour justement préparer la fabrication. Donc typiquement, s'il faut reconfigurer une ligne de production dans une usine, eh bien, ce sera le travail de ces personnes. S'il faut acquérir de nouvelles machines, avoir des machines plus connectées, par exemple, avec des transferts de données à distance, eh bien, on est toujours là-dedans. Produits réalisés, là je pense aussi que c'est une famille qui parle davantage. Je donne quand même quelques exemples, peut-être un petit peu moins connus, autres qu'ingénieur vraiment manager d'une équipe qui fabrique. C'est on a aussi ce qu'on appelle des ingénieurs de fabrication additive. Donc c'est le vocabulaire utilisé dans le milieu industriel pour désigner l'impression 3D. Il faut savoir que dans l'impression 3D, enfin la fabrication additive, il n'y a pas que la fabrication avec des polymères, c'est-à-dire du plastique, mais aussi des produits fabriqués avec du métal, et là qui demandent des installations beaucoup plus complexes, et surtout qui sont en atmosphère explosive. Donc il faut des précautions très, très fortes. Donc il faut vraiment des compétences très particulières.
Supply chain, c'est un terme qui est souvent utilisé, mais qui concerne en fait tout ce qui est approvisionnement, puisque, dans une usine, il y a des choses qui rentrent, des choses qui sortent, et ensuite il faut, livrer. Tout ça, ça s'organise. C'est vraiment, très, très, très important et on a vu que c'était, d'autant plus important, à la faveur de cette, crise sanitaire que nous connaissons, hein, par exemple pour les vaccins. Mais c'était aussi vrai lorsqu'il y a eu l'incident de Fukushima, puisque le secteur automobile, par exemple, faisait venir, des pièces qui étaient un peu uniques, du Japon et il fallait, absolument le sas de décontamination dans le port du Havre avant de pouvoir, livrer les usines, de fabrication automobile. Aussi un secteur, qui est peut-être moins connu, mais qui prend sa place dans les unités de production, c'est tout ce qui est lié à la qualité, sécurité, environnement, puisque, les personnes doivent, évoluer dans un environnement, le plus sûr possible. Et il y a eu énormément de progrès qui ont été faits, dans ce sens-là, avec effectivement, des conditions, dans les usines qui n'ont plus rien à voir avec, ce qu'il y avait ne serait-ce qu'il y a 50 ans. Donc pardon, je passe, rapidement, sur ce que j'ai indiqué. Peut-être le contrôle qualité en bout de chaîne, hein, une fois que le produit est réalisé, s'assurer que, il n'y a pas la moitié des produits, qui sont défectueux, donc ça c'est très important, sinon on perd beaucoup d'argent. Installer et maintenir, donc c'est tout ce qui est par exemple, la maintenance puisque, il faut que toutes les machines, on va dire, fonctionnent correctement, soit dans un contexte, d'usine, mais aussi je peux donner un autre exemple, c'est un parc éolien. Le parc éolien, il faut, venir l'entretenir, donc il faut des personnes, des techniciens et des ingénieurs qui soient spécialisés dans, cette, maintenance, de manière à ce que, les machines fonctionnent correctement. Et puis tout à l'heure, rappelez-vous, je vous ai parlé, d'intelligence artificielle, sur l'exploitation des données venant des machines en fonctionnement. Eh bien, cela rentre également dans ce contexte. Acheter, commercialiser, donc là, c'est typiquement des métiers qui peuvent être exercés, en général, pas toujours, juste après les études, à moins d'avoir fait, par exemple, une formation complémentaire en achat, hein. Il y a ce qu'on appelle des masters respécialisés, typiquement. Donc on peut devenir acheteur industriel, technico-commercial, chargé d'affaires. Il y a des vocabulaires différents suivant les secteurs, également responsable marketing industriel, hein, pour avoir, à la fois la connaissance, des logiques marketing, mais aussi, la connaissance des produits pour, vraiment parler de ce qu'on connaît. Gérer, administrer, donc là, on est sur, heu, aussi des métiers d'ingénieur. Il n'y a pas que des métiers d'ingénieur, bien évidemment. Et là, je vous ai donné quelques exemples. Tous les systèmes d'information qui sont propres à l'entreprise, hein, là, c'est pas forcément une usine, hein, c'est l'entreprise au sens large, doivent bien être gérés, par quelqu'un pour, comme je l'ai dit tout à l'heure, assurer, l'intégrité, des systèmes, empêcher effectivement les intrusions. On est complètement là-dedans. Un métier qui est très peu connu sans doute parce que cela demande à la fois une formation, technique et à la fois une formation juridique. Ingénieur en propriété industrielle, puisque, là, ce sont des personnes qui vont aussi beaucoup travailler avec, la famille, concevoir, rechercher pour, faire en sorte que, les produits qui sont, imaginés ne viennent pas, «marcher» entre guillemets sur les plates-bandes, de tiers, de concurrents notamment. Risque manager, donc l'analyse, des risques. Ça, c'est quelque chose, d'important, notamment, par exemple, dans les installations nucléaires, hein. Il y a effectivement des installations et là, il faut, s'assurer qu'il n'y a pas de soucis. Et puis, on peut très bien aussi devenir dirigeant d'entreprise industrielle et on est bien dans cette logique, d'administrer, gérer, d'administrer. Il y a même des personnes donc qui évoluent vers des fonctions, financières aussi, ressources humaines, il y a vraiment, différentes, possibilités. Je passe aux compétences de l'ingénieur. Alors, là, je me suis inspirée, très fortement de ce qu'on appelle référence et orientation de la commission des titres d'ingénieur qui, donne, des lignes directrices pour toutes les écoles d'ingénieurs, de manière à ce qu'elles soient accréditées à délivrer tel ou tel diplôme. Donc, ce qui m'a intéressée, c'est pour ça que j'ai développé seulement certains points,
Bien évidemment, il faut des connaissances scientifiques et techniques, ça va de soi, c'est vraiment le socle, mais aussi des exigences propres à l'entreprise, y répondre. Donc, tout ce qui est enjeu de l'entreprise, comment comprendre comment ça marche, l'économie, lire un bilan, et cetera. Il faut absolument, avoir au moins des bases, mais aussi, avoir des connaissances en droit du travail, qu'est-ce qu'on peut faire ou pas en termes de sécurité, de santé au travail, l'aspect éthique, hein, avoir ce recul qui doit être aussi, une des compétences, de l'ingénieur. Les enjeux environnementaux, bon, j'en ai déjà parlé, et puis aussi se poser la question quand j'imagine quelque chose, quels seront les besoins, réels, du consommateur final et la responsabilité aussi au niveau, de la société. Je balaie rapidement également cette capacité à s'insérer dans la vie professionnelle, hein, avec, savoir aussi encadrer une équipe, que ça soit avec un management hiérarchique ou un management fonctionnel. La capacité à entreprendre, à innover, hein, on en a déjà un peu parlé, et puis, le contexte international multiculturel. Tout à l'heure, j'ai parlé de l'anglais, mais ça va au-delà de cela. Il faut être capable de travailler avec des personnes de différentes cultures. Et puis aussi, savoir gérer ses compétences, tout au long de la vie et pour, opérer des choix professionnels. Tout à l'heure, je vous ai parlé de mobilité, au sein même d'une entreprise, d'un poste à un autre. Eh bien, c'est aussi une compétence que doit avoir l'ingénieur. Et pour en savoir plus, je termine rapidement là-dessus, pour, alors je ne vais pas commenter, c'est juste pour vous montrer, à quoi ressemblent ces sources, que vous pourrez aller rechercher, et j'attire votre attention sur une source, en particulier. C'est que si vous êtes intéressé, vous avez, la possibilité d'aller sur cette plateforme, qui est dédiée aux industries technologiques, qui s'appelle l'Industrie Recrute, où vous pouvez trouver, à la fois des postes, d'emploi, CDI, CDD, mais aussi des stages et de l'alternance. Voilà, donc je pense que j'ai à peu près terminé, et puis, ce document qui est très intéressant sur plein d'initiatives innovantes, et j'arrive ici pour vous remercier de votre attention et je suis à l'écoute, donc, des différentes questions posées. Merci beaucoup Anne de Cagny pour votre présentation, qui était très intéressante et sans doute très, très utile pour nos participantes et participants. Alors je rappelle à tout le monde que, je précise, je ne je ne l'ai pas dit plus tôt, mais, cette présentation PowerPoint sera disponible prochainement et ce webinaire sera également disponible en replay sur YouTube, sur la chaîne de Technique d'ingénieur. Vous recevrez un mail qui vous en préviendra très bientôt. Alors nous allons tout de suite passer à la partie questions-réponses où nous allons prendre les questions du public. Nous en avons plusieurs. Donc merci à toutes et à tous. Vous avez été très attentifs et attentives et très réactifs et réactives. Donc je commence par la première question. Je vous la lis, Anne de Cany. Donc, le gros du recrutement en industrie se fait-il directement par les entreprises ou via les entreprises de consultance? Alors, pour les métiers d'ingénieur, en fait, c'est assez variable. Il y a effectivement des secteurs, qui ont l'habitude de passer, beaucoup par, des sociétés, de prestataires. Je ne vais pas faire de publicité, mais, il suffit d'aller chercher des entreprises qui commencent par un A. En général, on en trouve, pas mal. Il y a en fait, les 2 manières, de faire, et ça varie en fait, suivant, les années, selon l'état du marché. Donc effectivement, certaines personnes peuvent se dire, peuvent se sentir frustrées de passer par, ces sociétés d'ingénierie où en fait on va être embauché par la société d'ingénierie et puis au final travailler, chez le client, sans être embauché directement par le client. Ça peut être, une manière de mettre le pied à l'étrier. Après, c'est vrai que ça peut être, plus intéressant, au final de travailler directement dans l'entreprise, ou dans une entreprise, concernée par le secteur, qui est intéressant. Donc c'est assez variable, suivant le secteur, suivant les quotas effectivement de recrutement des différentes entreprises. Il est clair que plus vous allez, du côté des grands groupes, plus vous allez avoir effectivement, une tendance à passer par ces sociétés de prestataires. Par contre, dans les petites et moyennes entreprises industrielles, voire dans ce qu'on appelle les ETI, les entreprises de taille intermédiaire, on va avoir, plus, de recrutement en direct.
Merci Anne de Cagny. Alors je passe à la question suivante. Alors cette personne nous demande: «Qu'en est-il des startups? Sont-elles actives dans l'industrie et si oui, comment les approcher?» Alors, pour répondre à cette question, j'aurais 2 réponses. Tout d'abord, allez regarder, ce qu'il y a sur le site, de la BPI, donc la Banque publique d'investissement qui soutient beaucoup, toutes les startups. Une autre réponse, enfin j'en ai même plus que 2. Une autre réponse, c'est de s'intéresser à un événement, très intéressant qui s'appelle Vivatech. Bon, malheureusement en 2020, l'événement a dû être annulé. Alors en quoi consiste, cet événement? Qui est, là je suis désolée pour ceux qui ne sont pas sur l'Île-de-France. C'est un événement qui s'est tenu, porte de Versailles, hein, dans le grand parc des expositions, porte de Versailles, et qui avait vocation à rassembler, dans un même lieu, des entreprises certes d'une certaine taille, hein, beaucoup de grands groupes, avec, effectivement, les startups, qui travaillent avec eux pour mettre en visibilité, ces startups. Donc c'est tout à fait, intéressant comme démarche. Après, on peut aussi, avoir, des informations sur les startups, en, se rapprochant de ce qu'on appelle les incubateurs. Alors il y a des incubateurs, dans différents lieux. D'ailleurs, maintenant dans beaucoup d'écoles d'ingénieurs, il y a de plus en plus en fait des liens étroits avec des incubateurs, soit hébergés carrément dans les locaux, de l'école, soit, à proximité, hein, dans ce qu'on appelle un écosystème, qui prédispose. Je peux vous donner un exemple, ici en Île-de-France, sur, tout ce qu'on appelle, la galaxie, Paris-Saclay, on a par exemple un incubateur qui s'appelle Incub'Alliance, et donc il faut aller voir, il faut faire un peu de recherche, hein. On a aussi ce qu'on appelle les pôles de compétitivité. Donc il y a des pôles de compétitivité, dans beaucoup de secteurs. Je pense, la Cosmetic Valley, par exemple, qui est plutôt, Val-de-Loire, sud de Normandie. Mais vous avez aussi la Nuclear Valley, qui est historiquement est du côté de la Bourgogne. Vous avez également Systématique, qui est, plutôt en Île-de-France, mais qui a aussi, des antennes, enfin des antennes, des représentants ailleurs. Donc comme ça, on peut trouver, je ne suis certainement pas exhaustive, mais ça vous donne quelques pistes. Merci beaucoup pour votre réponse, Anne de Cagny. Alors, avant de passer à la question suivante, je rappelle à tout le monde qu'il vous est possible de poser vos questions dans la rubrique chatter, qui est dans la fenêtre GoToWebinar, à votre droite, normalement. Très bien, alors je passe à la question suivante. Je vous la lis. Quelles perspectives d'emploi se présentent actuellement dans le secteur du maritime? Du maritime. Alors, je ne sais pas ce que la personne qui a posé la question mettait derrière, le maritime. Il y a en fait plusieurs, sous-domaines. C'est un petit peu ce que j'évoquais tout à l'heure. Alors, je n'ai pas forcément les derniers chiffres, hein, concernant, la construction, navale, puisqu'en fait, il y a différents types de construction navale. C'est pas la même chose de construire un porte-avions, un sous-marin par exemple, et de l'autre de construire des bateaux de plaisance, hein. On est effectivement, su les bateaux de plaisance, là, il y a toujours, forcément un marché. Pour, l'autre catégorie de 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 bateaux, enfin de navires, on va dire, c'est beaucoup plus, lié à la commande publique, ou aux commandes, de différents, États. On voit la même chose, par exemple, avec, les avions, de certaines sociétés emblématiques, hein, d'avions militaires, il faut bien qu'il y ait des commandes. Par contre, dans le maritime, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'attire l'attention sur, le fait, qu'il y a, une émergence, certaine de tout ce qui est, énergie, maritime, enfin à base, de marine, enfin ce qu'on appelle les énergies marines, et pour ces énergies marines, il faut effectivement, des turbines, il faut des éoliennes offshore, que j'évoquais tout à l'heure, et là, c'est, un secteur, clairement en expansion où il y a beaucoup de recherches. Là, tout dernièrement, j'étais en relation avec, des écoles d'ingénieurs de l'Ouest, donc ce qu'on appelle le Grand Ouest, et effectivement, c'est vraiment quelque chose, qui est développé en ce moment.
par plusieurs écoles et donc plusieurs industries. Merci Anne de Cagny. Alors nous allons prendre une toute dernière question, donc c'est notre dernière question d'ailleurs. Alors, je vous la lis. Quelles sont les compétences nécessaires à avoir pour qu'un ingénieur ou une ingénieure de l'étranger puisse venir travailler en France? Alors, les compétences, en fait, je reviens, effectivement sur ce que j'avais indiqué ici. Alors excusez-moi, je vais me remettre, sur, les compétences de l'ingénieur. Alors, je rem je pense que là, vous voyez, effectivement la planche concernée. Là, ce sont des compétences, générales. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est ce que je n'ai pas, détaillé et c'était volontaire, ce sont les connaissances scientifiques et techniques. Par exemple, il est clair qu'il faut aller analyser, et ça, c'est un travail qui doit être fait, analyser les offres d'emploi d'entreprises, et ou de secteurs, qui vous intéressent pour détecter, quelles sont les compétences, scientifiques et techniques, attendues. Je vous donne un exemple dans le domaine du numérique, hein, ça c'est assez facile. Il est clair qu'il y a des langages qu'il faut connaître, des, manières de faire, qu'il faut connaître. Enfin, si on parle, uniquement des connaissances scientifiques et techniques, on voit bien dans ces offres d'emploi que tout est détaillé. Donc il faut vraiment aller faire ce travail-là et ensuite, comme j'expliquais, il y a ces exigences en termes de compétences qui vont être, plus ou moins, attendues par, les entreprises, c'est évident. Mais là, il n'y a qu'un travail, un petit peu fin, de l'analyse des offres d'emploi pour voir, je vais vous donner un exemple. La capacité à travailler en contexte international et multiculturel. Actuellement, tous les ingénieurs, en tout cas formés en France, sont amenés à développer la connaissance au moins de l'anglais, voire d'une autre langue, et l'aspect interculturel. Mais maintenant, il est possible que dans une entreprise, on vous demande d'être parfaitement bilingue ou quasiment bilingue, alors que dans une autre, on va vous demander surtout une maîtrise de la langue anglaise, surtout à l'écrit, et puis un minimum à l'oral. Donc là, il n'y a pas de réponse, dans l'absolu. Il faut vraiment, aller, creuser et je souligne quand même, que, heu, tout ce qui est notion d'esprit d'équipe, leadership, engagement, savoir manager un projet et cetera, la communication avec des spécialistes comme avec des non spécialistes, ce sont des compétences qui sont très fortement demandées, par les entreprises. Savoir, par exemple, faire un pitch, vous avez 3 minutes pour présenter, pardon, quelque chose, et bien voilà. Par contre, on va peut-être vous demander de, faire, une présentation, avec d'autres personnes de 10 minutes ou d'une demi-heure. Enfin, ce sont toutes ces compétences qui sont, et puis évidemment la capacité à innover. Et quand on parle, je voudrais aussi, revenir sur la capacité à entreprendre, ça n'est pas forcément entreprendre au sens, créer une entreprise ou reprendre une entreprise. C'est aussi tout ce qui est intrapreneuriat, c'est-à-dire au sein même de votre organisation, de votre entreprise, comment en fait, vous faites germer de nouvelles idées, comment, au fait, vous les transformez en projets, et cetera. Bien sûr, il faut avoir l'accord, de son entreprise, mais c'est aussi cette capacité. Merci Voilà ce Anne que de je Cagny. peux Oui. dire. Merci Anne de Cagny pour vos réponses. Merci encore pour cette présentation et merci bien sûr au public d'avoir été au rendez-vous. Alors, nous allons à présent clôturer ce webinaire et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une belle journée et à bientôt pour un nouveau webinaire. Eh bien, je fais de même. Merci à tout le monde et à bientôt peut-être. Au Merci Anne de revoir. Cagny. Au revoir.